sur notre émission Œil sur la politique. Nous avons donc le plaisir de vous présenter ce soir, ou bien cet après-midi, M. Pierre Milika Mimanga, qui est un membre du mouvement congolais contre la dictature. Et c'est un parti politique du Congo-Brazzaville, donc ils font partie de cette diaspora qui continue un peu de lutter contre cette dictature qui règne au pays, selon les termes de certains opposants. Et donc, bonjour monsieur Pierre Milika. Bonjour monsieur Odilon. Alors, nous allons essayer un peu de vous poser des questions concernant la troisième édition de votre édition des universités qui va se passer à Paris, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à cette situation? Oui, bon, je pense du 27 au 28 du mois en cours. Effectivement, il y a la troisième édition des universités d'été qui vont se tenir à Paris. Parce que la première édition, nous l'avions tenue à Lyon, et la deuxième à Lille, et la troisième, cette fois-ci, ça sera à Paris. C'est un moment de réflexion, ce sont des retrouvailles. Parce que le mouvement congolais contre la dictature, comme vous le connaissez, est un mouvement de combat aujourd'hui et de gouvernance demain. Et donc, à cet effet, il est important qu'à chaque année, nous essayons de nous retrouver pour faire le point, le bilan. Parce que demain, si nous arrivons aux affaires, il ne faut pas que nous soyons surpris aussi par l'ampleur. Et le mouvement congolais contre la dictature n'est pas seulement basé à l'étranger, comme vous venez de dire, ce n'est pas un mouvement seulement de la diaspora. Non, nous sommes implantés partout et notamment au Congo-Brazzaville. Et donc, de par ce fait, il est important que nous ayons un moment spécial pour se retrouver, faire de sorte que la plupart des membres et beaucoup de délégations puissent se retrouver. C'est vrai que nous avons plutôt des réunions de tout le temps, mais se voir aussi physiquement, c'est important. Voilà. D'accord. Et vous avez dit que vous avez invité plusieurs membres, plusieurs personnes, plusieurs leaders de partis politiques aussi, il me semble que c'est bien ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée de toutes, tous les ensembles des grands partis politiques qui sont là-bas en France, ou soit encore au niveau de l'Europe, que vous avez appelés, qui partagent les mêmes points de vue que vous, bien sûr, du point de vue politique en termes de combat politique? Bon, grosso modo, la diaspora a plus ou moins un même objectif, parce qu'il ne s'agit pas d'un programme quelconque. Nous avons tous, donc tous le mouvement politique, qu'il soit de la diaspora ou locaux, tous ces mouvements aujourd'hui ont un objectif. D'abord, c'est faire partir cette dictature. Donc plus ou moins, on est sur ce point-là, on est tous d'accord. Et le mouvement congolais contre la dictature, c'est vrai qu'on ne peut pas inviter tout le monde, mais je ne suis pas là à lister les gens que nous avons invités ou les mouvements que nous avons invités. Mais nous avons invité beaucoup de mouvements. Nous avons invité, même aussi au niveau de l'Amérique du Nord, nous avons invité le carton rouge, nous avons invité la Convention. Et au niveau de l'Europe également, il y a beaucoup des organisations qui sont invitées et des personnalités aussi. D'accord. Alors, puisque c'est la troisième édition, j'aimerais un peu savoir quels ont été les résultats des éditions précédentes et quel est le résumé des choses que vous pouvez faire par rapport à ce que vous avez déjà réalisé. Est-ce que ce que vous avez réalisé précédemment c'était une réussite, ou bien c'est ce que vous allez faire cette année, c'est un complément de ce que vous n'avez pas pu réaliser les années précédentes? Bon, c'est comme des partis politiques traditionnels. Ils passent par des congrès, ce qu'on appelle des congrès.
Le congrès peut être ordinaire ou extraordinaire. Bon, mais donc nous ne passons pas par cette formule-là. La nôtre, c'est les universités. Hein? Bon, c'est faire un peu le point de toute l'année, de l'activité qui a été la nôtre, l'activité politique bien entendu, qui a été la nôtre durant l'année, et puis faire les projections. Donc, le bilan, nous ne pouvons pas dire qu'il est négatif, tout comme on ne peut pas dire qu'il est positif non plus, parce que l'objectif premier, c'était faire partir le dictateur des affaires, c'était éviter que sa constitution ne soit pas révisée. Bon, sur ce point, nous n'avons pas réussi. Il faut qu'on dise les choses de la façon la plus claire. Un échec en quelque sorte. Oui, ça a été un échec puisqu'il est là. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut se croiser les bras? Nous ne pensons pas, non. Il faut voir d'autres stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il le faire? Voilà pourquoi aujourd'hui, les universités, hier, les premières éditions étaient réservées pratiquement au mouvement congolais contre la dictature. Et cette fois-ci, nous avions ouvert les portes à d'autres. Nous sommes, on peut me dire, entre guillemets, co-organisateurs avec le Nouveau Congo, qui est un partenaire fiable pour nous, parce que le Nouveau Congo partage sur toute la ligne les idées, les idéaux que nous défendons. Bon, il y avait un bruit, j'espère que tout le monde l'a vu dans les réseaux sociaux, où il y a eu un président de la diaspora qui a été élu. Je ne sais pas exactement qui est cette personne. Est-ce que vous avez une idée sur cette personne-là, ou bien sur le mouvement ou l'objectif de cette situation? Bon, vous savez, nous sommes en pleine lutte. Donc il faut prendre positivement tout ce qui naît ou tout ce qui se crée et qui va dans le sens souhaité. Oui, effectivement, il y a des frères congolais qui, d'ailleurs le mouvement congolais contre la dictature avait participé avant que cette organisation naisse. Ils sont passés par le congrès, ça s'est passé à Paris. Le mouvement congolais contre la dictature, qui est engagé dans cette dynamique de rassemblement, était représenté par son président. À cet effet, et même le nom, si vous suivez les vidéos, le nom que porte ce mouvement aujourd'hui émane du président, c'est la proposition du président du mouvement congolais contre la dictature. Bon, maintenant que cette structure ait vu le jour plus tôt, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la diaspora. C'est une association comme parmi tant d'autres. Cela ne veut pas dire que cette association regroupe toute la diaspora ou toutes les associations ou mouvements politiques de la diaspora. Non, c'est une association, c'est vrai qu'il porte le nom républicain, qu'il a eu un président, c'est tout à fait normal que nous acceptons cela d'ailleurs, parce qu'on va dans le même sens. D'accord, puisque jusqu'à maintenant, les questions que je suis en train de poser sont encore, se retrouvent encore au niveau du continent européen. Une question concernant je sais que votre 3e édition se fera le 29 avril, non, le 29 mai. Le 27. Le 27 mai, le 27 mai 2017. 28, du 27 au 28 mai 2017 plutôt, excusez-moi, à Paris. Et moi, la question que j'aimerais savoir, c'est concernant un peu le rôle de la diaspora. Le rôle de la diaspora sur l'élection présidentielle qui s'est passée en France, où M. Macron a été élu président de la République, parce que j'ai vu, et tout le monde a vu, qu'il y a eu plein de gens de la diaspora africaine et congolaise aussi qui ont participé du côté d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale. Est-ce que monsieur Bruno Mouélé, qui est votre président, est-ce qu'il a été aussi dans ce lot-là? Bon, Bruno Mouélé est le président du mouvement congolais contre la dictature. Un mouvement responsable, cohérent et consistant.
est constant dans les positions qui sont les siennes. Et donc l'élection française ne regarde que la France et les Français. Et bon, M. Bruno Mollet étant le président d'un mouvement responsable, suit ça plutôt avec beaucoup d'attention. Bon, maintenant de là à se mêler, non, il en a pris acte, il en a observé le bon déroulement de l'élection des Français qui choisissaient leur président. Donc, et vous vous êtes impliqué, là, on a vu la diaspora s'ingérer de cette affaire pour essayer un peu d'attirer l'attention du candidat Macron. Il y a ceux aussi qui soutenaient la candidate, je crois, Marine Le Pen. Et quelles ont été les contributions, ou soit encore l'apport du mouvement congolais contre la dictature et d'autres mouvements pour cette victoire-là? Une fois de plus, le mouvement congolais contre la dictature n'a pas s'ingéré, c'est une affaire française et ce sont les Français qui choisissaient leur président. Maintenant, dans la diaspora aujourd'hui, il y a des gens binationaux. Ah oui. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils votent pour l'un ou l'autre. Bon, maintenant, de là à dire que le président français qui sera élu, quelle sera sa position face à la situation congolaise? Bon, d'abord, la France défend les intérêts qui sont les siens. Et donc, il est très difficile de dire que Macron aujourd'hui va prendre parti pour l'opposition. Maintenant, si la diaspora, dans les efforts qu'elle a menés, puisque c'est ça aussi la diplomatie, peut peser certaines personnalités qui peuvent avoir des contacts avec le nouveau régime, faire comprendre à ce nouveau régime la situation réelle du Congo. Ce n'est pas mauvais. C'est vrai que la France, de façon officielle, connaît très bien ce qui se passe au Congo. Effectivement. Bon, ce n'est pas parce qu'un président, qu'elle aurait changé de président, qu'elle va changer sa position sur la situation du Congo. Le problème congolais, ça regarde d'abord les Congolais. Donc c'est d'abord les Congolais, la prise de conscience des Congolais eux-mêmes, qui fera que peu importe le président qui sera élu, qu'il soit en France ou ici au Canada, aux États-Unis, partout ailleurs, prendre en ligne de compte l'ampleur de la situation du Congo. Ce n'est pas le fait que on va participer à la campagne d'un candidat quelconque qu'une fois élu qu'il va vraiment être regardant sur la situation du pays. Non, il y a d'abord la diaspora elle-même doit mesurer l'ampleur de la situation du pays, être conséquente, parce qu'on a comme l'impression que la diaspora aussi perd les repères. Et la diaspora, ce n'est pas une injure, souffre aussi d'un déficit de conviction. Une critique constructive, bien sûr. Oui, d'un déficit de conviction, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment de la politique que les gens font ou c'est le paraître. Parce que dans la diaspora, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que nous pouvons appeler le Mathieu Vu, comme on dit au pays. Bon, un peu de ça, mais des opposants saisonniers, on peut le dire. Voilà. Est-ce que votre réaction aujourd'hui n'est pas le résultat d'une déception que vous avez eue avec l'ancien président de la République française, M. Hollande, qui avait promis que la France ne tolérerait plus des dictatures en Afrique, et puis qu'à la dernière minute, il avait tourné sa veste pour dire que le président congolais avait le droit de consulter son peuple pour un éventuel référendum, et c'est bien ce qui s'est passé au pays, et M. Sassou s'est maintenu au pouvoir. Le mouvement congolais contre la dictature n'a jamais été déçu par rapport à ça, parce qu'on n'attendait rien d'Hollande. C'est ce que je venais de dire, qu'il n'y a que nous, même d'abord. C'est à nous d'imposer une ligne. Ce n'est pas à la France ou à une puissance quelconque. Ah oui. Donc on a condamné effectivement la prise de position à la dernière minute de M. Hollande. Mais sinon, que nous n'attendions rien de l'élection de M. Hollande. Bon, il a donné la parole, c'est vrai. Maintenant, c'est aux Congolais eux-mêmes de faire. Que ce soit l'opposition locale ou celle de la diaspora, elle avait à jouer un rôle important qui pouvait faire de sorte que la dictature et le dictateur soient mis en difficulté et cherchent à, puisque les gens ne parlent que de la négociation. Le mouvement congolais contre la dictature
parle du départ pur et simple de la dictature. Maintenant, si demain la négociation peut s'imposer, tant mieux. Mais l'objectif premier, c'est faire partie de la dictature du pouvoir. D'accord, on vous écoute. Je crois que les internautes, toutes les personnes qui vous écoutent, que ce soit ceux qui auront la chance de voir ça dans d'autres médias, vous ont écouté. Et moi j'aimerais un peu revenir sur votre troisième édition, vos universités. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ordre du jour de cette rencontre? Ne fût-ce qu'un petit résumé ou je ne sais pas, quelques idées. Oui, bon, vous savez, le mouvement contre la dictature, comme je l'ai dit tantôt, est engagé dans une dynamique du rassemblement. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se partage les idées, il faut que l'analyse du combat soit faite, est faite plutôt. Si cette analyse est faite, nous rendons compte que depuis un moment, nous luttons. Et qu'est-ce que nous avions obtenu en luttant depuis ce temps-là? Et qu'est-ce que nous avions pu, quelles sont les avancées? Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Parce que nous avions en face un régime, une dictature qui n'entend pas. Et le maître mot aujourd'hui, c'est la négociation qu'on a toujours demandé, le dialogue. Et il y en a eu plusieurs. On ne revient pas sur ça. Le tout dernier, est-ce que ce n'est pas ce que demande tout le monde aujourd'hui, toute la majorité de l'opposition? Les gens ont toujours demandé ça. Les gens ont toujours demandé ça. Mais est-ce qu'en face, l'autre reçoit comme eux ils veulent? Non. Donc le mouvement congolais contre la dictature, les enjeux, comme ce que vous demandez, c'est analyser la situation socio-politique du pays, voir ce que nous avions fait, ce que nous avions pu faire, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour venir à bout de cette dictature. Parce que la dictature nous amène sur un terrain que beaucoup des mouvements ou des partis ou des personnalités, ça leur semble un peu étranger. Je n'ai pas à citer, mais si je prends un exemple, des gens comme des personnalités comme les Mukwege, les Ntamba et même les Nsatima Biala, ils ne sont pas dans cette logique, ce ne sont pas des tueurs. On peut les reprocher de beaucoup de choses, c'est vrai, mais ce ne sont pas des tueurs, ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des gens violents. Ce qu'eux ils veulent, ce qu'eux ils savent, ce qu'eux ils font, c'est de la politique. Or en face, l'autre ce n'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est de la confrontation. Et il les amène sur ce terrain de la confrontation. Et lorsqu'il les amène là-bas, ils sont réticents. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire demain. Et nous avons besoin. Donc ces gens doivent aussi comprendre que les nouveaux mouvements ou les nouveaux leaders aujourd'hui doivent étudier, faire la projection de comment et quelle sera la nature de la lutte. Voilà un peu en résumé l'objectif cette fois-ci de cette troisième édition des universités et que nous avons souhaité élargir à d'autres formations et inviter d'autres personnalités politiques. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation politique actuelle au Congo-Brazzaville? Il y a aussi des élections, je pense, qui se pointent déjà. Et est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce propos? Ou bien quelle est votre analyse, quoi? Bon, l'analyse du mouvement congolais contre la dictature, c'est le statu quo aujourd'hui. Si vous parlez d'élections, on ne sait pas quelle élection. Législative. Pour nous, pour le mouvement congolais contre la dictature, c'est une dictature qui est là. Donc peu importe ça c'est son programme à elle, élection, pas élection, de toutes les façons il fait des choses à sa guise, le dictateur. Donc la situation c'est le chaos aujourd'hui, c'est le statu quo, vous voyez, vous suivez ce qui se passe par exemple aujourd'hui dans la région du Poul, c'est incroyable de constater qu'un monsieur arrive à tuer
faire tuer par ces miliciens des femmes enceintes, des bébés, c'est incroyable, c'est insupportable, c'est cela. Hein? Donc le statu quo est là et il faut que les hommes politiques ou les acteurs politiques essaient de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le pays. Et quelle est la position finalement du mouvement congolais contre la dictature par rapport à la résistance faite aujourd'hui par Ntoumi et ses partisans? Est-ce que pour vous, Ntoumi c'est un rebelle? Est-ce que c'est un terroriste? Parce que c'est l'expression chère qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les républiques africaines, à partir du moment où vous faites partie de l'opposition et que lorsque vous opposez à quelque chose, vous êtes traité de terrorisme. Donc pour attirer un peu la confiance des Occidentaux, pour essayer un peu d'obtenir encore quelque chose, je ne sais pas, du soutien et tout pour bien mater. Est-ce que pour vous aujourd'hui, Ntoumi c'est un rebelle? Est-ce que c'est un opposant? Ou bien c'est tout simplement un résistant ou encore un opposant? Ntoumi, pour le mouvement congolais contre la dictature, c'est un patriote. Et je crois, si ce n'est pas sur vos antennes, c'est sur les antennes de l'un de vos confrères que le mouvement congolais contre la dictature avait donné sa position sur le combat réel mené par M. Ntoumi. Et donc, le mouvement congolais contre la dictature soutient le combat de Ntoumi à 100%, et ça c'est sans équivoque. C'est un patriote qui lutte pour la libération de son pays. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il se défend, parce que Ntoumi a été attaqué, hein, et il se défend. Et le mouvement congolais contre la dictature est à ses côtés. Et le mouvement congolais contre la dictature souhaite que tout mouvement qui lutte pour la libération du Congo, qui lutte contre cette dictature, plus ou moins, cherche par quel moyen, par quelle voie soutenir l'action de M. Ntoumi, puisque M. Ntoumi aujourd'hui il peut accepter se parler avec Sassou Nguesso. Le problème sera réglé peut-être pour lui, mais pas pour le Congo. Et s'il pose des conditions et qu'il demande à ce que les négociations que demande la dictature soient inclusives, hein, et parrainées par la communauté internationale, mais cela va dans l'intérêt même de ce que veut l'opposition, qu'elle soit traditionnelle même. Mais donc pourquoi aujourd'hui diaboliser l'action de M. Ntoumi alors que M. Ntoumi veut ce qu'eux ils veulent depuis et qu'ils n'obtiennent pas, ou qu'ils obtiennent quand le dictateur est en difficulté. Donc le message serait que tout le monde, hein, que ce soit l'opposition traditionnelle, donc celle qui est basée au pays, et la diaspora, s'unissent et voir, analyser comment appuyer, l'action de M. Ntoumi, qui est une action républicaine. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain, puisqu'il n'y a pas très longtemps, nous avons vu à Télé Congo que M. Boukadia, Modeste Boukadia, a été condamné à 30 ans de travaux forcés. Est-ce que pour vous, c'est une décision que vous vous attendiez déjà depuis longtemps, que ça devrait se passer ainsi, ou bien aujourd'hui, la justice ne fait plus son travail, ou bien la justice est en train de faire son travail dans ce sens où un citoyen a voulu donc en fait diviser le pays et c'est sur ces situations qu'il a été condamné, ou bien pour vous, aujourd'hui, la justice participe un peu au musulman de l'opposition? Mais vous me parlez de quelle justice? La justice qui est au pays. Croyez-vous qu'au Congo il y a une justice aujourd'hui? Non, peu importe la capacité ou la compétence de ces animateurs, pour certains. Cette justice est muselée, d'abord. Hein? Elle est aux ordres de la dictature. Donc, elle ne peut pas prendre une décision équitable. Hein? Qu'est-ce qu'on reproche à monsieur Boukadia, Modeste Boukadia, oui. et autres, parce qu'il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont aussi en prison. Qu'est-ce qu'on leur reproche?
Détention d'armes illégales. Non, écoutez, ce qui est vrai, bon, peut-être M. Boukadia a été, il a été en France pour longtemps, et en rentrant chez lui, donc au pays, il a été arrêté. Bon, je ne pense pas que M. Boukadia ait eu des armes avec lui. Mais en ce qui concerne les autres, qui ont été les partisans de Sassou, oui. Et qu'on dit aujourd'hui avoir détenir les armes chez eux, tous les ministres de Sassou, tous ont des armes chez eux. Donc, dont les messieurs Okombi, ce sont des guerriers, c'est ce qu'ils ont eu à faire. Donc, les armes qu'on a eues chez monsieur Okombi, par exemple, ce n'est pas faux. C'est vrai. C'est leur stock à eux. Chacun d'eux en a. Le butin de guerre? Bon, on ne peut pas parler en termes de butin, puisque bon, c'est peut-être pour se défendre un jour, puisqu'ils savent comment ils sont là. Comment ils sont arrivés là et comment ils en demeurent jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc il faut avoir ces armes pour se défendre demain, peut-être, même contre leurs propres frères. Bon, voilà. Et donc, c'est parce que il y a eu dissension, il y a eu problème entre ces messieurs et son patron que ce qu'il a été mis à jour. Mais les autres en ont aussi. Donc si vous donnez la parole à Okombi, il va vous dire que allez-y chez X, il y en a, allez-y chez Y. Mais aujourd'hui, les casernes officielles n'ont pratiquement plus d'armes. Ce sont des casernes privées, les maisons privées des gens qui ont beaucoup plus d'armes que les casernes de l'État. Donc ce qu'on a retrouvé chez M. Okombi et autres, c'est pas faux, c'est vrai. Mais il n'est pas le seul à en détenir. Tous les ministres, tous les directeurs généraux, tout le monde, ceux qui ne sont pas légalement autorisés à avoir un stock d'armes du genre chez eux, en ont. Et donc, votre appel aujourd'hui, c'est de demander à cette justice d'être impartiale, d'aller fouiller chez tous ces ministres pour faire... La justice n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui. On dit que c'est une dictature, elle est muselée. Les avocats ne peuvent pas exercer leur métier librement. Donc pour cette justice, en fait, en ce qui concerne le Congo aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est le statu quo, tout ne marche, tout ne bouge. Tout est aux ordres. Donc à vous entendre parler, j'ai comme l'impression que c'est un message que le pouvoir a voulu lancer auprès de cette opposition pour dire que celui qui s'aventurera encore à faire comme M. Boukadia ou soit encore qui essaiera de déstabiliser le pays, en fait, aura aussi le même sort. Bon, je ne sais pas si Boukadia a voulu déstabiliser le pays, mais ce que Sassou veut, c'est que Sassou doit comprendre, c'est qu'on doit l'affronter. Mais ça, il doit le savoir. Et qu'il ne peut pas intimider les gens. Vous voulez dire qu'il faut négocier en position de force? Ce sont des intimidations. Nous n'avions jamais réclamé un dialogue ou une négociation avec Sassou. Jamais. Le mouvement congolais contre la dictature. Jamais. Jusqu'à ce jour. On dit non. Si cela va s'imposer, ça s'imposera. Mais ce n'est pas à nous de tendre la main. Mais nous savons à quel moment cela va se passer. D'accord. Puisque nous allons effectivement vers la fin de cette émission, il y a une question qu'on aimerait poser un peu parce que puisque vous êtes un homme politique et en politique on n'est pas seulement censé s'intéresser à la politique nationale, il y a aussi la politique internationale. Bien que certains médias en fait ne les disent pas, il y a certaines presses, j'aimerais dire plutôt, il y a une préparation de la Troisième Guerre mondiale qu'on est simple d'observer de part et d'autre, que ce soit du côté des États-Unis d'Amérique et du côté de la Russie, l'alliance Russie-Chine, bien que ce n'est pas encore officiel. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a l'installation des missiles balistiques, encerclement de la Chine et de la Russie. Est-ce que vous, selon vos analyses, selon votre mouvement, est-ce que vous avez peur que demain, par rapport à l'allure où vont les choses, que nous puissions en fait entrer en pleine Troisième Guerre mondiale? Bon, une chose est vraie, c'est qu'il n'y aura plus jamais une Troisième Guerre mondiale. Ces puissances se parlent. Il y a des tensions d'un moment à l'autre,
Mais ça peut arriver, hein, parce que ce sont aussi des intérêts économiques qui sont en jeu. Chacun veut montrer sa puissance, veut monter les enchères, mais ce sont des experts se parlent. Le dialogue est permanent malgré les déclarations que nous suivons. Donc nous ne sommes pas sûrs que demain qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Ça ne profitera ni aux États-Unis ni à la Russie. Non, il n'y aura pas de... Mais ils vont continuer à s'affronter. S'intimider par terrain interposé. Voilà. À travers la Syrie. La Syrie, partout ailleurs. La Libye et autres. Bon, voilà. Mais dire qu'il y aura une troisième guerre mondiale, non. Ils en savent aussi les conséquences. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez dire comme dernier mot à tous ceux qui vous écoutent, à la population congolaise, ceux qui sont au Congo-Brazzaville et aussi à toute la diaspora congolaise qui, en fait, essaie un peu de se battre à sa manière pour essayer un peu de montrer sa voix auprès du pouvoir en place? Bon, mais ce que nous pouvons dire surtout d'abord aux Congolais qui sont au pays, c'est pour c'est qu'on n'a pas baissé les bras et qu'il ne doit pas se décourager. C'est vrai que nous avions perdu une bataille, mais la guerre n'est pas perdue. La dictature, on peut la combattre pendant plusieurs années et que l'objectif, la finalité, c'est qu'elle sera vaincue. Et donc le Congo, les Congolais vont vaincre cette dictature et que le travail se fait. On n'est pas là à monter sur les toits pour dire que oui, on fait ceci, on a rencontré ceci, on a discuté avec... non, ça, ce ne sont pas des reporters. Oui. Il y en a ceux qui sont là, chez vous, les médias, pour faire ce genre de choses. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous discutons avec tout le monde, que ça soit ceux d'ici et ceux du pays ou ceux de l'Afrique. Donc l'espoir est permis. Ils doivent être conscients et confiants et que leur jour arrivera. D'accord. Cette dictature prendra fin et à la diaspora, c'est plus d'unité. Éviter les querelles inutiles. Éviter encore plus des structures bidons, éviter des paroles creuses. Est-ce que vous faites allusion à ce qui s'est passé en Amérique du Nord ou... Bon, je ne sais pas si en Amérique du Nord s'est passé quelque chose de particulier, mais ce qui est vrai, c'est que la diaspora n'est pas aussi cohérente. On ne vous entend plus là? L'Amérique du Nord et le Canada aussi? Non, nous avons toujours, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a souvent, nous sommes des partis politiques, on ne doit pas être tous les jours devant les micros, on doit venir devant les micros pour annoncer quelque chose, autre, pas pour faire la répétition, mais ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit, nous avions eu à batailler fort, et après cette bataille perdue, donc c'est en quelque sorte un repli pour toutes les structures politiques. Donc c'est des partis, c'est un moment d'analyse, je crois. Bon, maintenant, les petits échanges, ça peut arriver. Sinon que j'ai été invité, je crois qu'en fin d'année dernière, ici au Canada, à représenter le mouvement congolais contre la dictature à la conférence organisée par la Convention. Bon, voilà, donc rien ne s'est passé de particulier. Mais nous sommes dans la réflexion, je pense, pour toutes les structures et de façon individuelle. Il y a pas mal de politiques de l'Amérique du Nord qui font sortir que vous interviewez. D'accord. Merci beaucoup, M. Pierre Milika Mimanga. Vous avez été
Nous avons donc, je dirais, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de parler un peu de la situation politique au Congo-Brazzaville, parce que les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas seulement que des Congolais, il y a aussi d'autres citoyens de d'autres nationalités qui s'intéressent aussi à l'Afrique, qui nous écoutent. Et donc vous avez donné votre point de vue concernant la politique du Congo-Brazzaville, concernant la diaspora africaine et congolaise par rapport à l'élection de M. Macron. Et puis vous avez aussi parlé de la 3e édition des universités qui en fait du mouvement congolais contre la dictature qui va se passer d'ici peu. Je crois bien c'est du 27 au 28 mai. Invité, je crois que vous avez reçu une convocation. Oui, oui. Ben, mais voilà. D'accord. Il faut y être là. Ça sera un grand plaisir pour le mouvement congolais contre la dictature de vous recevoir. D'accord. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Et on va se revoir, je crois, dans les tout prochains jours. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.